une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Bienvenue dans le monde magique des Schtroumpfs, ce petit village parfait où tout le monde est heureux, où personne ne possède rien et où chacun travaille pour le bien commun. Ça ressemble à un rêve, non, mais attention, ce rêve dans le monde réel se transforme rapidement en cauchemar. Ce modèle de communisme idyllique, appliqué à l'échelle humaine, mène toujours au même résultat. Pauvreté extrême, famine massive, répression brutale et des millions de morts. Parce que l'homme n'est pas un schtroumpf et le monde réel n'a rien de magique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette utopie est condamnée à s'effondrer à chaque fois. Nous allons revenir sur les caractéristiques communistes du village des Schtroumpfs. Ils ont tout d'abord une absence de propriété privée. En effet, les Schtroumpfs ne possèdent rien. Pas de maison personnelle, malgré qu'ils aient tous un champignon, mais ce n'est pas leur maison à eux. Ils n'ont pas de champ individuel et pas d'outils à leur nom. Ils se prêtent tout et tout est mis en commun. Cela peut sembler séduisant, bien sûr, de tout se prêter et que tout appartient à tout le monde. Mais que se passe-t-il si quelqu'un décide de ne plus respecter les règles? Dans un petit village, c'est assez simple, tout le monde se connaît, mais c'est impossible à grande échelle. Ensuite, on a le travail qui n'est pas du tout réparti de la même manière. Par exemple, on a les travailleurs comme Schtroumpf paysan, Schtroumpf bricoleur ou Schtroumpf cuisinier, mais ceux-là ne reçoivent pas plus de nourriture que par exemple Schtroumpf paresseux ou Schtroumpf grognon qui passent leur journée à rêvasser et à se plaindre. Un tel système peut rapidement provoquer des tensions si les efforts ne sont pas récompensés équitablement. Il y a aussi dans ce modèle ni argent ni incitation à produire plus que nécessaire. On dépend entièrement de la bonne volonté des individus. Chez les Schtroumpfs, il y a seulement Schtroumpf bricoleur qui innove et il est incité car il aime ce qu'il fait. Mais l'incitation ne vient que de lui. Vous voyez le village Schtroumpf du premier tome au dernier. Les Schtroumpfs n'ont pas évolué, ils sont toujours à l'ère du Moyen-Âge, ils n'ont rien construit. Et si c'était pareil dans la vraie vie, si on avait des communautés communistes, on serait tout simplement au Moyen-Âge parce qu'il n'y aurait aucune incitation à innover. Ce modèle fonctionne chez les Schtroumpfs parce que tout simplement c'est un petit village de petite taille et en plus ils ont une homogénéité culturelle. Les Schtroumpfs sont moins de 100 habitants, ils partagent les mêmes valeurs et ont les mêmes objectifs. Contrairement à nous, humains, il n'y a pas de diversité religieuse, idéologique ou culturelle chez les Schtroumpfs. Et en plus de ça, ils ont des ressources abondantes, les champs produisent toujours suffisamment, ils ont des forêts qui regorgent de champignons de salses pareilles et les besoins sont simples. Mais dans le monde réel, cette abondance n'existe pas, nous ne sommes pas chez les Schtroumpfs, nous n'avons pas la même religion, la même culture et il y a des différences entre les individus. Et en plus de ça, nous n'avons pas bien sûr les ressources abondantes comme dans ce village. Comparez cela à la famine de l'Holodomor en Ukraine, où la collectivisation forcée a entraîné une chute de la production agricole. Les paysans, privés de leurs terres et de leurs récoltes, mouraient de faim alors que le gouvernement soviétique exportait des céréales pour maintenir son image internationale. Résultat, il y a eu entre 6 à 10 millions de morts que l'URSS a très souvent cachés et Staline ne parlait jamais de ce génocide en Ukraine qui est tout simplement à cause du communisme, du système communiste. Mais dans la réalité, on l'a vu, les ressources ne sont pas infinies. Et lorsqu'elles sont mal gérées, cela mène à des famines massives. Je me souviens de ma mère qui échangeait ses bijoux pour quelques grains de riz. Les voisins mouraient dans leur maison, mais nous n'avions rien à leur donner. Cela échoue toujours car les paysans privés de leurs terres n'ont aucune motivation à travailler. Mais surtout, ce qui freine le communisme, c'est l'absence d'innovation et la stagnation économique. Car quand tout est partagé, il n'y a pas d'incitation à innover ou produire davantage. Comme en URSS dans les années 80, ils avaient des ressources naturelles immenses et une population élevée, mais l'URSS était incapable de rivaliser avec les États-Unis, car les Américains développaient des ordinateurs, des technologies de pointe, alors que les Soviétiques faisaient encore la queue pour acheter du pain. Parce qu'ils n'étaient pas incités à produire, financièrement parlant, parce que oui, il faut avoir une incitation pour produire, pour innover, et cette incitation va souvent être une incitation monétaire. C'est la meilleure carotte pour l'homme, et dans un système communiste, ça peut marcher, mais dans ce cas-là, il n'y aura aucune innovation, et votre société va stagner, voire régresser. Je vois partout des signes de malnutrition. On m'a raconté que ce vieil homme qui fouille dans les poubelles est un ancien aristocrate. Voici un petit garçon qui est tout seul, et qui me demande de l'aide.
Les vitrines des magasins sont presque vides. Surtout, les files d'attente sont interminables. On va revenir sur certains points et pourquoi le communisme échoue toujours. Dans le village des Schtroumpfs, il semble y avoir une ressource infinie. Mais dans la vie, ce n'est pas comme ça. Les ressources sont finies. Quand il y a des famines, ça mène des fois en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie à des millions de morts, alors que ce n'est pas comme ça chez les Schtroumpfs. Ces pénuries elles mènent inévitablement à des marchés noirs où les gens échangent illégalement les biens rares, mais aussi une démotivation des travailleurs. C'est le point le plus important selon moi, parce qu'ils voient leurs efforts dilapidés ou inutiles, et en plus ça mène tout ça à une montée des tensions sociales qui peuvent exploser en révolte, et souvent ces révoltes elles vont se terminer dans le sang. Le bon modèle communiste qui veut tout socialiser, c'est le monde des bisounours pour eux, mais ça se finit dans le sang. C'est complètement contre-productif. Une bonne société, un pays qui marche bien, c'est un endroit où l'innovation ne stagne pas. Et ce n'est pas le cas dans un modèle communiste, car il n'y a pas de propriété intellectuelle, il n'y a pas de brevet ni de protection des idées, il n'y a pas non plus de compétition. La compétition est bonne parce que sans rivalité entre les entreprises ou même les individus, vous n'allez pas avoir de pression pour innover ou se dépasser. Une bonne pression est toujours utile et ça nous permet de créer plus et d'avancer plus vite. Sans innovation, la productivité diminue, les infrastructures vieillissent. Allez voir les infrastructures en Russie qui datent de l'époque de l'URSS et le pays devient dépendant des importations étrangères. En plus de cela, Schtroumpf à lunettes! Où est-il? Dites-moi où il est! Je suis là, grand Schtroumpf! Regarde, je suis là, grand Schtroumpf! Je suis là, grand Schtroumpf. 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 dans le village des Schtroumpfs, le grand Schtroumpf peut s'apparenter à Staline parce que c'est le grand chef qui décide de tout. Et ça marche, je répète, parce qu'ils sont peu nombreux et leurs besoins sont simples et tout est local. Mais dans un système appliqué à un pays entier avec des millions de personnes, ça devient un cauchemar. Parce que dans les sociétés communistes, on a toujours la même bureaucratie. On a de la lenteur, de l'inefficacité et malgré eux, ils ont de la corruption. Parce que ceux qui contrôlent les ressources se servent en premier. Parce que si tout est égal, ceux qui vont avoir accès aux premiers aux ressources, ils vont s'en accaparer. Sur le papier, c'est bien, tout est beau, tout est égal. Mais l'être humain n'est pas comme ça et les premiers vont en profiter malheureusement. Ceux qui auront plus de pouvoir, ceux qui vont décider, vont en profiter comme on a vu dans toute société communiste. Tous les dirigeants précédents communistes vivaient comme des rois alors que leur population ne mangeait pas certains jours. Il y a eu des millions de morts dans chaque société communiste. Les écarts de revenus étaient énormes et ce n'est pas une société égalitaire. Mais de plus en plus de Nord-Coréens essayent de s'enfuir. Alors, il a renforcé le contrôle aux frontières. Quand je vivais là-bas, j'avais peur de ce régime de terreur. J'avais toujours peur, parce que tout est illégal, avec de nombreuses punitions. Le communisme est une utopie séduisante mais pas raisonnable. En France, actuellement, les défenseurs du communisme ou du socialisme extrême soutiennent souvent qu'ils ne veulent pas reproduire les régimes autoritaires du XXe siècle, comme ceux de Staline, Mao ou même celui de Cuba. Leur discours est une redistribution des richesses, la gratuité des services essentiels et une réduction des écarts de revenus. Ils insistent souvent sur une version douce du communisme, souvent appelée socialisme démocratique, en disant par exemple « nous ne voulons pas de dictature, juste plus d'égalité » ou « ce n'est plus le communisme extrême mais une adaptation aux besoins modernes ». Mais attention car cela mène toujours au même résultat. On a une démotivation de la population, même dans une version modérée où l'État redistribue massivement les richesses. Les travailleurs les plus productifs se découragent, car pourquoi travailler plus si votre salaire est plafonné et redistribué? Et les entreprises réduisent leurs efforts, c'est normal, car si les profits sont trop lourdement taxés, elles n'investissent plus dans l'innovation. Pourquoi travailler plus dur que quelqu'un et avoir le même salaire alors que cette personne-là ne travaille pas ou beaucoup moins que vous? Pourquoi vous fournirez des efforts dans une société comme ça? Actuellement, les systèmes communistes disent avoir un glissement progressif, mais ça mène toujours à plus d'extrêmes. Par exemple, au Venezuela, Hugo Chavez avait commencé avec des politiques socialistes modérées, promettant de réduire les inégalités. Mais lorsque les prix du pétrole ont chuté et que l'économie s'est effondrée, le gouvernement a imposé des contrôles de plus en plus stricts sur les entreprises et les citoyens. Aujourd'hui, le Venezuela, qui a pourtant les deuxièmes plus grosses réserves de pétrole, qui devrait être un pays plus riche que le Qatar, Dubaï, les Émirats Arabes Unis et tous les pays pétroliers. Aujourd'hui, ce pays a plongé dans la pauvreté. Avec 80% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, son PIB a été divisé par 4 et les meurtres, les assassinats, les cartels ont été multipliés, sans compter la majorité des Vénézuéliens qui ont tenté de fuir le pays, car c'est la misère alors que c'est l'un des pays qui a le plus de ressources au monde à cause de leur système politique. Le système capitaliste pour moi reste la meilleure alternative, car c'est un système qui récompense les efforts,
Contrairement au communisme, plus vous travaillez et plus vous êtes récompensé. Et la compétition pousse toujours à faire mieux. Les meilleures entreprises de la planète ne font pas partie des pays communistes, bien sûr. Vous allez me dire la Chine, mais la Chine n'est plus un pays communiste comme avant. Ils ont des idées libérales et les meilleures entreprises sont tout simplement aux États-Unis, car c'est un des pays les plus libéraux et capitalistes au monde. Ce qui profite à sa population, qui est de plus en plus riche. On a un écart considérable de richesse entre les États-Unis et l'Europe. Malgré, vous allez me dire qu'il y a des écarts de richesse entre la population, oui, mais en tout cas, les gens sont beaucoup plus innovants et au final, c'est tout le monde qui en profite. Même si je suis d'accord, il y a de la pauvreté extrême aux États-Unis, mais en tout cas, on donne une chance à tout le monde de s'en sortir. En plus de ça, certains pays dits capitalistes évoluent pour intégrer des mécanismes sociaux et environnementaux, comme les pays nordiques, la Suède, la Norvège, la Finlande, qui combinent une économie de marché dynamique, mais aussi un filet de sécurité sociale robuste. Ces pays s'en sortent très bien sur le plan économique et la population est très contente. Ils ont un des meilleurs systèmes de santé au monde et il n'y a pas d'insécurité parce qu'ils ont associé capitalisme et un petit peu de social. En plus de ça, le capitalisme va créer des richesses plutôt que de les redistribuer. Le communisme cherche à redistribuer les richesses existantes, mais il n'en crée pas assez, alors que le capitalisme crée énormément de richesses. Donc c'est beaucoup plus simple de distribuer des richesses. Quand vous en créez, le communisme ne crée pas de richesses, il ne crée rien, il ne crée que de la misère, des famines et des morts. De plus, depuis 1990, le capitalisme a permis à 1,2 milliard de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. Même si les partisans du communisme en France prétendent vouloir une version modérée, cela mène inévitablement au même résultat. Une économie stagnante, une démotivation généralisée et une spirale bureaucratique. L'histoire a montré que même les bonnes intentions peuvent conduire à des désastres lorsqu'on ignore les réalités économiques et humaines. Le capitalisme, avec ses défauts, reste le système qui permet le mieux d'équilibrer innovation, prospérité et justice sociale.